Julien Vénesson, bonjour, bienvenue Bonjour. de nouveau sur le plateau de Démos et Démos. On revient sur votre riche enquête sur le gluten et sur la toxicité du blé moderne. Si on vous écoute, si on lit ce bouquin, ce que je recommande vivement à tous nos internautes, apparemment on ne devrait pas manger beaucoup de choses. On ne peut pas manger beaucoup de choses. On ne peut pas manger de produits laitiers parce que y a des protéines de lait. On ne peut pas manger de la viande parce que ça en toxique. Enfin, on ne peut rien manger. Comment on peut mettre en place une vie sans blé? Déjà, je reviens rapidement sur ce que vous venez de dire concernant les produits laitiers, parce que ce n'est pas du tout le thème de mon bouquin, donc j'ai pas vraiment... C'est ce qu'on dit régulièrement. C'est ce qu'on dit régulièrement, effectivement. Moi, j'amène des preuves qu'effectivement, dans certaines maladies, il vaut mieux aussi essayer de limiter les produits laitiers qui peuvent avoir un impact néfaste sur la fonction intestinale et donc sur le système immunitaire. On en a parlé dans une vidéo précédente. Donc effectivement, pour ces personnes-là, ça peut être bien de limiter. Pour les autres, on peut avoir une consommation modérée au plaisir de produits laitiers, ça ne posera peut-être pas forcément de problème. Par contre, effectivement, moi je conseille, même si on est en bonne santé, de limiter le gluten au maximum, voire de le supprimer, à cause du potentiel d'impact négatif sur la santé, qui à mon sens est vraiment très important. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire en matière d'alimentation, en dehors de manger beaucoup de fruits et légumes. S'il n'y a pas de problème, en quelque sorte, autant ne pas s'en créer, autant anticiper un peu. Exactement, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est quand même en train de manger un OGM expérimental, à mon sens. Je veux qu'une évaluation. Oui, je veux dire, quand il y a eu les études là, avec le maïs OGM, tout le monde est monté au créneau, je veux pas ça dans mon assiette, etc. Par contre, pour manger du pain, personne ne se pose de questions. Donc moi, je trouve que c'est problématique. Savoir qu'est-ce qu'on mange si on ne mange plus de gluten, c'est un problème très culturel. En France, on mange beaucoup de pain, on mange pas mal de pâtes. Quand on veut se faire plaisir, on pense plutôt pizza que riz blanc. Mais c'est vraiment une notion de culture. Si vous allez dans d'autres pays, par exemple en Inde ou en Corée, ou choses comme ça, ils ne mangent pas autant de produits à base de blé que nous. Donc faire un changement d'alimentation, là, ça nécessite vraiment d'apprendre à découvrir de nouvelles choses. Et moi, je pense qu'il faut voir ça un petit peu comme s'ouvrir à toutes les choses qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, l'alimentation, c'est extrêmement vaste, extrêmement riche. Si, par exemple, vous n'avez pas l'habitude d'aller dans un magasin biologique, d'alimentation biologique ou diététique, et que vous le faites pour la première fois, vous allez découvrir des aliments que vous ne connaissez pas du tout et qu'on ne trouve pas en grande surface. Par exemple, des lentilles corail, des flocons azuki, du quinoa, du teff. Voilà, c'est des choses qui sont assez peu connues. Il y a vraiment une énorme diversité. Pourquoi ne pas découvrir tout ça La question aussi qui se pose parfois, c'est qu'on entend des personnes qui vont dire qu'il ne faut plus du tout manger de gluten. Est-ce que le simple fait de diminuer est une action, ou est-ce qu'il faudrait prescrire carrément se débarrasser complètement du gluten? Alors, si on n'a pas de problème de santé, le simple fait de diminuer, c'est déjà très bien. D'accord. Parce qu'on ne va pas avoir cet impact négatif au niveau de la perméabilité intestinale. En tout cas, il sera réduit. Si on a déjà une maladie, ça dépend de laquelle, il faut se référer au livre pour voir quand même de quoi il s'agit. Mais si c'est une maladie auto-immune, comme on en a déjà parlé, il y a une réaction immunitaire avec un système de mémoire. Et là, il faut vraiment supprimer la moindre protéine, même sous forme de traces dans les aliments, parce que ça peut redéclencher et réactiver une réaction Quand on est immunitaire. dans l'entre-deux, quand on est dans la sensibilité, puisque c'est quand même une personne sur 5, vous l'avez dit, combien de temps il faut, par exemple, si je te dis je ne mange plus de gluten à partir d'aujourd'hui, au bout de combien de temps est-ce que je peux me dire là, je peux commencer à en voir les conséquences, si ça a une conséquence sur ce que je ressens ou pas, sur la fatigue chronique par exemple, ou sur des symptômes comme cela? Alors je pense que ce qu'il faut dire aussi, en ce qui concerne la sensibilité au gluten, j'ai fait un entretien, j'en ai parlé aussi, mais avec Dr Alessio Fasano, donc, qui dirige un centre de recherche aux États-Unis sur les intolérances au gluten et la sensibilité au gluten. Et en fait, la sensibilité au gluten est assez différente de l'intolérance, dans le sens où il y a un facteur de tolérance, de quantité de gluten qu'on peut manger, à partir duquel il y a des symptômes. C'est dose dépendant? Alors oui, c'est dose dépendant, et ça va dépendre de chacun. Chaque personne va avoir un seuil de tolérance plus ou moins important. Il y a des gens qui ont un seuil de tolérance très faible, comme par exemple l'histoire d'Orient que je raconte dans le livre, qui est une histoire vraie. Et d'autres qui ont un seuil de tolérance plus important. Donc déjà, le mieux, c'est de supprimer complètement et de réintroduire doucement pour voir à partir de quel moment on a d'éventuels symptômes. Et puis rappelez-moi la suite de la question. Combien de temps il faut supprimer pour voir l'impact que ça peut avoir, pour le ressentir? Alors, dans la sensibilité au gluten, si par exemple on a des maux de tête qui sont liés au gluten, ça peut être au bout de 2 jours d'arrêt de gluten que vous n'aurez plus aucune migraine. Ça peut être très rapide, mais ça peut être plus long. Ça va dépendre vraiment aussi de la pathologie. Si par exemple c'est une maladie qui est liée à une perméabilité intestinale augmentée, il va falloir le temps que cette perméabilité intestinale se refasse en fait. Et ça va être assez long. Donc je conseille de manière générale de faire un essai pendant 3 mois
parce que ça va être le temps moyen pour qu'au niveau intestinal, les entérocytes puissent être renouvelés et qu'on ait de nouveau une perméabilité à peu près correcte. Là, ça donne vraiment un bon jugement, mais la plupart des gens qui essayent, en général, s'il y a une différence à voir, ils la voient plus rapidement. C'est vrai que si on prend l'alimentation traditionnelle, le matin, les céréales dans du lait, avec le midi, un bon sandwich, des tartines dans le café au lait, le midi, un bon sandwich au clacos, l'après-midi, un petit goûter avec le pain au chocolat, le soir, le pain et le fromage, si ce n'est pas une pizza. Changer radicalement ces habitudes-là, ça doit être un déracinement complet. Et moi, je vais vous dire, Frédéric, si par exemple vous aviez un eczéma sévère qui vous provoquait de gros problèmes de peau. Regardez-moi dans les yeux, je peux vous dire que je suis un convaincu. Supposons que vous aviez un eczéma sévère et que vous vous rendiez compte qu'en arrêtant le gluten, ça fasse disparaître votre eczéma. Qu'est-ce que vous allez préférer? Manger à la cantine le bon sandwich ou alors ne pas avoir votre eczéma? La cause est entendue. Beaucoup de gens vont être partants pour continuer à manger sans gluten. Ça va demander des efforts, ça va demander des difficultés parce qu'on est dans un monde où le sans gluten n'a pas encore une place très importante, mais il a de plus en plus une place importante. Il y a des pays où c'est beaucoup plus développé en plus, ne serait-ce qu'en Europe. Il y a des pizzerias sans gluten, où il y a des alternatives comme ça. C'est vrai, mais en France, on commence à avoir un petit peu des boulangers sans gluten, des pâtisseries sans gluten, des restaurants sans gluten, mais ça reste encore assez marginal. Je pense, comme je le disais, que de toute façon, ce problème-là étant tellement important, il ne pourra pas rester étouffé. Donc il va éclater. On a des détracteurs qui vont parler d'effets de mode, etc. pour essayer de diminuer le phénomène, mais j'imagine en effet que ça va forcément à un moment donné éclore et que ça va forcément se savoir. C'est évident, il y a tellement de problèmes qui sont liés à ces blés que ça va éclater. Et je pense même que ça va être une crise gravissime parce que le jour où on va peut-être réussir à admettre qu'il y a une toxicité de ces blés-là, il va falloir avoir aussi un impact sur toute l'agriculture. Et pas que l'agriculture française, l'agriculture mondiale. Et on nourrit des milliards de gens. Donc il y a des risques de famine très importants en passant à d'autres types de blés qui auront un rendement par exemple plus faible. Donc ça, c'est vraiment un problème de fond, même éthique. C'est vraiment quelque chose de grave, je pense. Si le problème du gluten se répand et est de plus en plus connu, on imagine bien que l'industrie agroalimentaire va vouloir s'en emparer pour essayer de produire des produits de consommation commune à base de sans gluten ou de gluten allégé, si j'ose dire. Je pense que quelque part, ce serait quand même la meilleure nouvelle pour la santé de l'humanité, que les industriels prennent les choses par le bon bout, parce que les industriels ne font pas toujours les choses de manière négative. Ça arrive que, justement, pour avoir plus de clients, ils fassent les choses dans un bon sens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut espérer. Je sais qu'il y a actuellement pas mal de recherches, justement pour essayer de trouver certains blés qui sont moins antigéniques. C'est-à-dire qu'il y a toujours du gluten, mais en fait, la manière dont les protéines sont agencées fait que ces protéines sont moins reconnues comme corps étranger par le système immunitaire. Exactement. Si ça déclenche moins de réactions immunitaires, il y a mécaniquement moins d'intolérance au gluten, moins de maladies auto-immunes, moins de problèmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. On peut espérer que ça va arriver, mais pas tout de suite. On pourrait utiliser le génie génétique, mais cette fois dans le bon sens. C'est ce qu'ils essayent de faire. Actuellement, il y a un vaste projet européen qui essaye de séquencer le génome du blé. Pour justement… C'est 3 fois plus que l'humain, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est une tâche très très compliquée. Et séquencer le génome du blé, ça va servir à quoi? Ça va permettre de réussir à essayer d'isoler les gènes qui sont responsables de telle ou telle caractéristique du blé pour ensuite pouvoir, avec là pour le coup les vrais OGM, peut-être mettre au point un nouveau blé qui serait potentiellement… C'est pas une surenchère encore dans les technologies alors qu'il suffirait de revenir à des méthodes plus simples? Je suis d'accord avec vous. Et j'espère que l'INRA va nous entendre. Oui. Sur ce que vous disiez auprès des industriels, etc., il y a toujours cette idée que plus les gens sont informés, plus il y a de demandes, et plus il y a de demandes, plus les industriels essaient d'anticiper une demande croissante. Oui. J'imagine que c'est un début avec le livre, de créer un peu une prise de conscience par rapport à ça. Oui, mais vous savez, je pense que c'est un problème aussi philosophique. Parce que le problème de la nutrition, les nouveaux blés qu'on a créés pour avoir plus de rendement, c'était pour avoir plus de revenus en produisant plus, c'était pour pouvoir donner à manger dans tous les pays, puisqu'il y a des pays dans lesquels les blés n'avaient pas de bon rendement et on leur a donné des blés qui avaient des meilleurs rendements. On a sauvé des gens de la famine avec ces blés. Le problème, c'est qu'ils sont toxiques. Donc, voyez-vous, c'est très compliqué de faire machine arrière, c'est compliqué et effectivement… Mais maintenant, pour en revenir à notre petit quotidien, on peut trouver dans le commerce des produits sans gluten. Oui. Mais il y a de plus en plus, je le vois moi quand je fais mes courses, de produits qui essayent de ressembler au pain. Et je pense que j'ai l'impression que cette industrie-là se fourvoie en essayant d'imiter le pain. Ça, c'est le problème.
C'est comme les steaks de soja pour les végétariens. Un peu ça, ouais. Ouais. Je sais pas si vous avez essayé de Pas tartiner. exactement, mais c'est vrai que ça. Moi, j'ai essayé de tartiner une biscotte sans gluten, c'est absolument impossible. Non, j'ai fait l'essai il y a. C'est impossible. Ça casse. Non, c'est la cage aux folles. J'ai fait casse. j'ai fait l'essai de ce genre de produit il y a pas mal de temps, parce que moi je connais le régime sans gluten depuis très longtemps. Mais c'est vrai que j'ai rapidement abandonné. Je pense que quand on se tourne vers ces produits-là pour manger sans gluten, c'est qu'on n'a pas bien compris ce qu'on était en train de faire. Et en général, je pense qu'on se dirige vers la voie de l'échec. Pourquoi ? Parce qu'il faut apprendre à manger autrement. Le pain, tel qu'on le connaît, n'est pas possible à reproduire quand il n'y a pas de gluten. C'est pas possible. C'est techniquement impossible. C'est le gluten, la protéine elle-même, qui donne cette structure et cette capacité. La bonne baguette, elle est exactement, elle est en gluten. Exactement. Donc, une baguette sans gluten ne peut pas ressembler exactement à du vrai pain. Donc du coup, on met des additifs, on met de l'huile de palme, on met des amidons de riz, des amidons de maïs pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemble et ça ressemble pas vraiment. C'est pas très goûteux, c'est pas très goûteux. Ouais. Et en plus, c'est peut-être coûteux. En plus, certains ingrédients effectivement peuvent poser des problèmes pour la santé. Par exemple, pour ceux qui connaissent, des index glycémiques de ces produits sont assez élevés. C'est pas très bon pour le taux de sucre sanguin. Voilà, il y a différentes choses. Je pense que la clé, c'est de réussir à apprendre à manger différemment. Ça veut dire s'approprier la nourriture qu'on choisit soi, et pas celle qui nous est imposée par notre culture ou par... c'est celle qu'on décide, voyez. Et vous donnez pas mal d'indices dans le livre qui peuvent permettre aux gens de se faire une idée d'une nouvelle alimentation. J'ai essayé. Après, comme je le dis, chacun se fait sa propre voie. Mais bon, il y a beaucoup d'aliments qu'on ne consomme pas assez et qui sont intéressants en remplacement des produits à base de blé, qui sont plus intéressants déjà sur le plan nutritionnel parce qu'ils ont plus de vitamines, plus de minéraux, plus d'antioxydants. Par exemple, la patate douce, qui est un féculent, c'est plus intéressant que des pâtes en termes de contenu vitaminique, de minéraux. C'est vraiment intéressant. Il y a aussi le riz, le sarrasin. Voilà, il y a pas mal d'alternatives. Toutes les légumineuses dont on a parlé aussi tout à l'heure. Voilà, il y a pas mal de... Je reviens juste sur un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui, pour conclure, serait intéressant de connaître. Est-ce qu'il y a des moyens de faire un test aux intolérances alimentaires? Est-ce qu'ils sont fiables? C'est un point que j'aborde dans le livre. Alors, je sais que vous avez interrogé un spécialiste allergologue qui n'est pas forcément favorable à ce genre de test. Il dit que leur fiabilité n'est pas à toute épreuve. Il apporte quand même des éléments qui sont très très concrets pour étayer ses dires et c'est quelqu'un qui est quand même assez compétent dans son domaine. Du coup, moi, je essaye toujours de prendre quand même aussi plusieurs avis pour me faire une opinion là-dessus. Et c'est vrai que quand j'ai parcouru la littérature médicale, j'ai été quand même assez étonné parce que j'ai vu des papiers dans lesquels des chercheurs criaient vraiment à l'arnaque, c'est-à-dire à l'utilisation de la faiblesse de gens qui ont des problèmes de santé pour se faire de l'argent. Donc il y a plein de raisons de croire que la plupart des tests d'intolérance alimentaire ne sont pas fiables du tout. Pour prendre un exemple, par exemple, qu'explique le chercheur que j'ai interviewé, si vous, par exemple, vous faites un test, on vous prend du sang et puis on essaie de voir si vous faites une réactivité au blé, par exemple à une protéine du blé. Donc on va faire réagir avec un extrait de protéine de blé. Mais l'extrait de protéine de blé qu'on va faire réagir, il vient d'où? C'est quel blé? Est-ce que le blé a été cuit? Vous voyez, il y a plein de variables. Et ça, il ne vous le dit pas, le truc. On ne peut pas le décliner, on peut pas décliner. Exactement, même pour une pomme. Quand vous faites cuire une pomme, ça change. Les protéines, elles sont modifiées par la cuisson. Il y a des gens qui sont allergiques à des légumes crus et pas à des légumes cuits. Tout à fait, oui. Dans la tomate, est-ce qu'on est allergique à la chair, au pépin, à la peau? Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est très complexe. Donc voilà, moi je pense qu'aussi il faut être un petit peu raisonnable. Si on voit que quand on mange des tomates, on a mal au ventre, on n'est pas bien, il ne faut pas manger de tomates, quoi. Donc pareil pour le blé. Les conseils les plus simples qu'on pourrait donner, c'est d'une part déjà de s'orienter vers un libraire digne de ce nom et d'acheter ce bouquin pour essayer d'avoir toutes les... Est-ce qu'on peut dire aussi quand même, à propos des intolérances alimentaires, si vous me permettez, un point important, c'est que la sensibilité à faire des allergies, à faire des intolérances de manière alimentaire, elle est très liée aussi à la perméabilité du système digestif et à l'intégrité du système immunitaire. Si vous consommez quantité massive de blé, vous avez un intestin qui est poreux, vous allez commencer à faire des allergies à tout et n'importe quoi. Et la solution, c'est pas d'enlever les allergènes, la solution, c'est d'enlever le blé. C'est ça qu'il faut retenir. Donc toutes les solutions se trouvent là-dedans. Et en fait, tout ce qu'on peut conseiller, c'est de l'essayer, en tout cas pas le livre, mais d'essayer le régime sans gluten pour essayer de voir comment ça agit sur notre santé.
Oui, je pense que c'est le plus simple et je pense que c'est important de comprendre, de comprendre pourquoi. Est-ce que ça peut être utile de faire un régime sans gluten, voilà, d'être acteur, de ne pas être simplement de suivre le courant, ce que disent les uns et les autres. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Bien, merci pour ce... C'était très clair, très pragmatique. Merci pour ce travail et merci pour vos informations. Merci. À bientôt.